Bonjour. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être assez différente des vidéos que je fais d'habitude. Ça va être une vidéo plus personnelle, parce que ces dernières semaines, ces derniers jours, j'ai senti qu'il y avait comme une prise de conscience qui s'était approfondie, qui s'était encore davantage ancrée et posée en moi. C'est quelque chose que je sais depuis longtemps, mais que j'ai senti vraiment s'approfondir, et du coup ça me donne envie d'en reparler, parce que j'ai déjà parlé de ça il y a quelques temps déjà, mais là j'avais envie de le refaire et d'exprimer à nouveau des choses par rapport à ça. Alors ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est la manière dont j'ai vécu mon ancien métier, mon métier de prof de SVT, de sciences de la vie et de la terre, en collège pendant plus de 18 ans. Et donc j'ai envie de revenir sur comment j'ai vécu ce métier, sur des aspects très spécifiques, très particuliers, je ne vais pas faire la revue générale, et surtout aussi la raison pour laquelle j'ai démissionné de l'éducation nationale en 2019, donc ça commence à faire un petit moment, ça fait plus de 3 ans déjà. Ouais, je sens que j'ai envie de te reparler de ça dans cette vidéo. Ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que ça va pas être une vidéo à charge, je vais pas critiquer pour critiquer, ça n'a aucun intérêt. C'est plutôt une sorte de témoignage. Ce que je vais dire, c'est vraiment quelque chose qui vient de ma réalité, avec ma sensibilité, avec mes valeurs, avec mon parcours, qui est très très particulier quand même, enfin qui appartient qu'à moi forcément, puisque chacun a son propre parcours de toute manière. Mais voilà, c'est un témoignage, un regard très particulier. Peut-être qu'il pourra inspirer d'autres personnes ou pas, après ça appartient à chacun, ça m'appartient pas, mais moi j'ai vraiment envie d'exprimer voilà, cette réalité qui est la mienne. Et donc en tout cas, c'est vraiment pas avec l'intention de dire des vérités absolues sur le métier de prof ou sur l'éducation générale, l'éducation nationale en général. C'est plutôt voilà un témoignage et rien de plus et rien de moins. Je sais que l'éducation nationale, elle a plein de défauts et aussi c'est hyper important qu'elle puisse exister. Elle fait aussi un certain travail qui est nécessaire dans cette société. Donc je suis pas contre l'éducation nationale. Et je sais que dedans, il y a tout un tas de personnes qui sont absolument formidables, qui font vraiment un super boulot avec les gamins, que ce soit des enseignants, des personnels d'encadrement, des personnels de direction, des personnels même administratifs. Donc ouais, j'ai eu l'occasion de côtoyer vraiment tout un tas de métiers dans l'éducation nationale. Et j'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes et merci à elles. Donc c'est absolument pas à prendre comme une critique ni des personnes, ni de l'institution, ni du métier de prof dans ce contexte-là. Donc ma réalité pendant plus de 18 ans, c'était d'être devant, allez, selon les groupes et les demi-groupes, les classes entières, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va dire de 15 à 30 gamins, entre 11 et 15 ans, des gamins de la région parisienne, et de leur enseigner une matière, donc les sciences de la vie et de la terre. Et parmi ces gamins, c'est clair qu'il y avait des gamins qui étaient motivés, qui étaient curieux, qui avaient cette ouverture et cette fraîcheur que j'aimais tellement et qui me faisait tellement de bien à côtoyer. Et aussi, il y avait aussi quand même beaucoup de gamins, d'ados qui étaient là parce qu'ils se croyaient obligés, se sentaient obligés d'être là et qu'il n'y avait pas forcément d'appétit ou d'envie ou de motivation pour apprendre ce que j'avais éventuellement à leur proposer et à leur transmettre. Alors bien sûr, en plus de 18 ans, j'en ai essayé des stratégies pour essayer d'améliorer un petit peu les choses. Que ce soit des différentes sortes de pédagogie, que ce soit de la méditation en classe, différents modes de communication, de psychologie positive, des travaux pratiques en essayant d'amener des choses motivantes, concrètes, vivantes pour les gamins. Enfin bon, j'ai essayé plein de choses, j'avais un blog, je passais par les technologies, plein de choses. Mais quand même, je me suis confrontée, et de plus en plus, avec de plus en plus d'intensité au cours du temps, à cette réalité qui était la mienne, qui était qu'en étant prof, dans ce système, dans cette institution de l'éducation nationale, moi j'avais la sensation en fait de passer ma journée à obliger d'autres personnes, ces ados de 11 à 15 ans, de les obliger à faire des choses qu'ils n'avaient absolument pas envie de faire. Et ça, pour moi, au départ,
Je croyais que ça faisait partie du deal et je faisais de mon mieux avec ça. On m'avait appris quand j'étais jeune prof que le métier d'enseignant c'était d'abord du dressage et qu'il fallait dresser les gamins pour qu'ils obéissent et pour qu'ils abusent pas et qu'ils soient sages et qu'ils apprennent et qu'ils filent droit. C'est comme ça une des manières dont on m'a appris ce métier-là. Mais moi ça me convenait pas. Ça me convenait pas et ça m'a convenu de moins en moins. Et cet aspect-là spécifique du métier, pour moi, c'est devenu de plus en plus insupportable. Cette sensation qu'en étant prof dans l'éducation nationale, en fait, je contribuais à ne pas respecter le libre arbitre des personnes, à les obliger à prendre le pouvoir sur des personnes pour qu'elles fassent des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire. Pour moi, ces gamins, beaucoup d'entre eux, ils n'avaient pas envie d'être là et je pouvais faire tout ce que je voulais. De toute façon, ils n'avaient pas envie d'être là. Et ça, pour moi, constater ça, c'était hyper douloureux pour moi. J'ai été confrontée toute la journée à cette réalité qui était la mienne, de devoir rentrer dans des rapports de force et des rapports de pouvoir pour que les gamins s'assoient derrière leur table, arrêtent de se parler entre eux quand c'était pas le moment parce que j'estimais dans ma pédagogie qu'ils n'avaient pas à se parler entre eux, donc ils avaient le droit uniquement de parler quand moi je leur donnais la parole ou quand je les autorisais dans certains moments spécifiques à effectivement parler entre eux et pour le travail évidemment. Ils n'avaient pas le droit de se déplacer sauf si je les autorisais à se déplacer. Ils n'avaient pas le droit évidemment de manger et de boire, mais tout ça, ça peut s'expliquer et ça peut se justifier. Mais pour moi, cette réalité-là, en fait, elle est devenue de plus en plus insupportable. Ça devenait de plus en plus en conflit avec les valeurs qui étaient les miennes et dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon parcours. Quand tu es élève dans l'éducation nationale, on t'interdit de faire un grand nombre de choses, on te demande de faire d'autres choses et on évalue ta capacité à faire ceci, cela, à mémoriser ceci, cela, à comprendre ceci, cela, à te comporter de telle ou telle manière, puisqu'on est arrivé à évaluer les attitudes également. Donc on évalue ta capacité à être comme ci ou ne pas être comme ça. Et en fait, si tu rentres pas dans le moule, si tu n'es pas performant, si tu n'y arrives pas, ton évaluation elle est mauvaise. Alors pendant des années, moi j'avais arrêté de mettre des notes, mais même quand tu arrêtes de mettre des notes, de toute façon, il y a une évaluation, il y a une étiquette qui est mise. Et si tu n'es pas performant, si tu n'y arrives pas, ton évaluation, elle est mauvaise. Et on peut dire ce qu'on veut, mais qu'il y ait des notes ou qu'il n'y ait pas de notes, pour moi, le gamin, il s'identifie au résultat de son évaluation. Pour lui, c'est sa personne qui a telle ou telle note, qui est passable ou qui est nulle ou qui est zéro. Lui, le gamin, quand il n'arrive pas à faire un truc, il se sent nul. Il croit que c'est lui, sa personne, qui est nulle. Et ça, moi, je trouve ça pas juste. Et là, je parle même pas des gamins qui vont désobéir, qui vont remettre en cause ce qu'on leur demande, qui vont essayer de demander quel est le sens de ce qu'on leur demande, et ça, souvent, c'est pris comme un affront par l'autorité, donc c'est pas toléré. Et donc, quand on déroge, quand on désobéit, quand on se conforme pas de manière plus posée, alors c'est pris pour de la rébellion, et parfois ça en est, et on peut le comprendre, enfin moi je trouve. Et ça amène des punitions, différentes sortes d'humiliations qu'on va mettre sur certaines punitions, une espèce comme ça d'habillage d'éducatif, on va donner des exercices, on va essayer de donner du sens à la punition ou pas, ça dépend, on voit tout, c'est sûr. Mais n'empêche que c'est une forme d'humiliation, une punition, même quand c'est éducatif, même quand c'est pour apprendre, pour faire travailler, mais le gamin, ce qu'il sent, c'est que c'est une humiliation. Et ça, pour moi, on ne peut pas l'enlever. Et cette humiliation, ça va jusqu'à différentes sortes d'exclusions. Mais pour moi, on ne résout rien. On ne résout rien à la base de ce que le gamin demandait, à ce que le gamin essayait de remettre en cause. Et de toute manière, pour moi, dans ce système, dans cette manière de faire, en tout cas telle que moi je l'ai vécu, j'ai trouvé ça hyper dur, hyper violent. Il n'y a aucune place pour la différence, pour la diversité. C'est pour moi une forme de formatage. Et waouh, c'est un être humain qui va être de force, qui va devoir s'adapter. Et s'il ne s'adapte pas, merci, au revoir. Et donc il y a une sorte de tri comme ça avec ces résultats d'évaluation, et quelle que soit la manière dont on les fait.
et on va les trier vers tel ou tel niveau d'études parce qu'on estime que telles études sont accessibles à tel type de gamin et tel autre, ils iront vers les voies de garage et vers des choses qui sont moins valorisées dans la société. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais dans notre société française en tout cas, c'est évident qu'il y a certaines filières qui sont les filières de l'élite et qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup moins valorisées. Et c'est comme ça, en tout cas, que beaucoup d'enseignants que j'ai vus et que moi-même j'ai été formatée, et c'est les croyances que j'ai eues pendant super longtemps. Et donc moi, ces programmations-là et ces croyances, mais je les ai eues au biberon, donc pour moi, c'est pour ça que ma réalité est très particulière et que je le vis très intensément, en plus avec la sensibilité qui est la mienne, parce que moi, j'ai eu ces conditionnements-là et ces croyances, mais dès le départ. Et donc ça a été d'autant plus un chemin énorme à faire de sortir de ça et de se rendre compte de ce formatage et de la manière dont pour moi l'être humain était traité, le petit de l'être humain était traité dès 2 ans et demi et tout jusqu'à ce qu'il sorte de système éducatif en fait. Donc pour moi ça a été une prise de conscience qui a été brutale et qui est liée à des observations, il y a des formations que j'ai faites puisque je suis allée voir au fur et à mesure de mon chemin, je suis allée voir d'autres manières d'éduquer, je suis allée voir des écoles, des collèges démocratiques, j'ai été formée à différents aspects de la pédagogie Montessori, je me suis renseignée sur plein de pédagogies alternatives et je me suis rendu compte qu'il était possible de faire autrement et que les enfants, les ados et les jeunes que je voyais dans d'autres manières, dans d'autres écoles, dans d'autres manières de faire, eh ben oui, ils étaient différents. On ne faisait pas du tout le même genre de jeunes dans l'éducation nationale et en dehors de l'éducation nationale. Alors je ne dis pas que tout ce qui est dedans c'est pas bien et que tout ce qui est dehors c'est beaucoup mieux, hein. Il y a vraiment tout aussi en dehors, donc voilà, je prétends pas avoir tout vu et c'est pas tout blanc tout noir, hein. Je suis pas dans cette pensée binaire. Je sais que le monde est riche, complexe et que ce soit dans ou en dehors, hein, l'éducation nationale, mais quand même, moi ce que j'ai vu c'est qu'il y avait des manières de faire qui préservaient cette forme de curiosité, d'envie d'apprendre, qui valorisait la créativité et qui était beaucoup plus respectueuse de ce que moi, en tout cas, j'avais la sensation de ce que c'était qu'un être humain. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout nécessaire d'avoir comme ça cette éducation avec cette prise de pouvoir et ce contrôle sur la personne, ce contrôle par la peur, par la punition, par la menace, de l'humiliation, de la punition, du rejet. C'était pas nécessaire du tout de faire comme ça pour établir une relation de respect entre l'enseignant et l'enseigné, avec l'élève, avec la personne qui est en face, et que en fait, il y avait plein de manières de faire. Et l'éducation nationale, c'est une manière de faire. Encore une fois, je l'ai dit, qui est précieuse et c'est important que ça puisse exister. Mais il y a plein d'autres manières de faire, et pour moi, dans ces autres manières de faire, il y en a certaines qui, pour moi, dans mon sens, sont beaucoup plus efficaces et qui permettent de faire des êtres humains beaucoup plus adaptés, en fait, à ce dont on a besoin, pour moi, dans ma vision, dans la société. Parce que pour moi, dans la société d'aujourd'hui, on a besoin de gamins qui restent créatifs, qui ont un vrai sens critique, qui savent dire non, et du coup qui savent dire oui, parce qu'on ne sait pas vraiment dire oui quand on ne sait pas dire non, et qui savent regarder une autorité droit dans les yeux, et en étant capable de discerner si cette autorité elle est juste ou si elle est abusive, et qui sont capables de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent tranquillement, sans agressivité, et ça c'est possible. C'est possible de dire à une autorité tranquillement ce qu'on pense et ce qu'on ressent, parce que si on ne se sent pas agressé par l'autorité, s'il n'y a pas ces rapports de domination et de pouvoir, s'il n'y a pas ces contraintes, s'il n'y a pas cet état d'esprit de la coercition, alors les rapports humains sont bien différents. Et c'est possible dans l'éducation d'accompagner des jeunes et des enfants à se connaître eux-mêmes, à savoir qui ils sont, à savoir ce qu'ils pensent et à construire une pensée qui est une pensée construite et critique et argumentée et riche et ouverte. Ça, c'est possible de construire ça et d'accompagner ça auprès d'enfants. Et c'est pas souvent ce que j'ai vu dans l'éducation nationale. Et c'est ça qui est tellement devenu, au fil du temps,
insupportable parce que je voyais bien la différence et j'avais la sensation, moi, de contribuer et quelque part de cautionner une manière de faire qui me paraissait pas juste. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, enfin moi c'est mon regard, dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, dans certains secteurs, mais je trouve dans beaucoup de secteurs du monde du travail, on retrouve ces rapports comme ça de pouvoir, de coercition. Moi, ce que je vois, c'est dans ces hiérarchies, bien souvent, encore ces règles, bien sûr, mais les règles, c'est nécessaire. Je ne remets pas en cause le fait qu'il soit nécessaire qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois et qu'il y ait une autorité. Je ne suis pas contre l'autorité. Mais quand les rapports hiérarchiques sont construits sur des rapports de pouvoir qui fonctionnent par la peur de manquer, parce que j'ai peur de perdre cet emploi, parce que j'ai peur de perdre mon salaire, parce que j'ai besoin de ce salaire, parce que j'ai besoin de cet emploi, alors je vais me soumettre et je vais pouvoir accepter des choses que fondamentalement, profondément, je ne sens pas comme justes. Et je vois bien que beaucoup de personnes même ne se laissent même pas l'espace de l'esprit critique, de juste se questionner, ok, est-ce que c'est juste en fait? Est-ce que ce que je vis dans ce rapport avec ma hiérarchie, est-ce que c'est juste? Ou est-ce qu'il y a de l'abus? Est-ce qu'il y a une prise de pouvoir? Est-ce que je dois accepter quelque chose que, en fait, profondément, j'ai pas envie de vivre? Et souvent, il n'y a même pas cet espace pour se poser la question, tellement le conditionnement à l'obéissance, tellement cette aliénation, ils sont intenses et ils sont profonds chez tellement de personnes. Enfin, moi, c'est ce que je vois, mais n'hésite pas à me dire, toi, comment tu vois les choses. Donc, pour moi, dans le milieu de l'entreprise, c'est la même chose que ce que j'ai vu dans cette manière d'éduquer. C'est dans l'éducation nationale, bien souvent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai contribué à faire. C'est beaucoup ce que j'ai vu. Ces rapports de pouvoir, ces rapports de domination, soumission, qui sont liés à la peur, à la menace, à la coercition. Et donc, c'est ce que je vois beaucoup dans la société. Donc si dans ce rapport de pouvoir, on a la possibilité soi-même de faire un contre-pouvoir parce que peut-être on a des compétences qui sont rares, peut-être que la place, le métier qu'on occupe, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le faire, donc du coup notre présence est précieuse. Alors là, on peut rééquilibrer, on peut faire un contre-pouvoir si on ose, parce qu'il faut avoir la personnalité, il faut avoir les épaules pour aller dire non et commencer à impulser cet équilibrage et ce contre-pouvoir. Mais si on n'a pas la personnalité pour, ou si on fait partie d'un ensemble de compétences, d'un métier où il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir derrière nous, bah, si on n'est pas content, on va nous dire « Ok, t'es pas content, bah, salut, c'est bon, demain je te remplace, il n'y a aucun problème. » Et c'est quand même ça que je vois beaucoup. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est sûr que ça, c'est pas le genre de valeur que je porte et c'est pas ce que j'ai envie de cautionner. Et dans le milieu de l'entreprise, on parle bien de ressources humaines. Les ressources humaines et des êtres humains, c'est pas la même chose. Des ressources humaines, ça dit quelque chose quand même, ce terme de ressources. Des ressources, on les exploite. On les pressurise, et puis quand il n'y en a plus, on les jette et puis on en prend d'autres. Enfin, moi, c'est beaucoup ce que je vois quand même dans cette société. Je dis pas que c'est la même chose qui se passe dans l'éducation nationale, parce que quand on a le statut de fonctionnaire, c'est quand même différent. Mais bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est vrai qu'on pourra en parler. En tout cas, moi j'ai démissionné en 2019 de ce métier de prof, de l'éducation nationale. Ça n'a pas été facile. Je peux même pas dire que ça a été un choix facile, parce qu'en fait, tel que je l'ai vécu, j'ai la sensation de pas tellement avoir le choix, tellement mon corps partait complètement en vrille et que c'était vraiment mon corps qui me disait « Non mais là, tu peux plus de toute façon, donc faut partir de là ». Donc je suis partie, mais je peux pas dire que ça a été une démarche facile, et il y a encore bien des nuits où je rêve que je suis devant des élèves, que je suis avec des collègues, et c'est vraiment quelque chose pour moi qui est long à intégrer, que je suis plus dans ce milieu de prof et que je suis plus dans l'éducation nationale. C'est vraiment un chemin qui met du temps à s'intégrer profondément en fait. Et j'ai mis du temps à pouvoir juste mettre des mots sur ce sentiment que j'avais et à pouvoir vraiment le sentir profondément dans mes tripes, ce truc que je ne supportais plus
de devoir obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'était juste plus possible. Le respect de mon propre libre arbitre, de ma liberté, de mon autonomie, pour moi, mais c'est quelque chose juste de super précieux. C'est essentiel. Et donc ne pas pouvoir en parallèle respecter la même chose chez l'autre, et là en plus chez des gamins, c'était juste plus possible. Je sais bien que certains me diront oui, mais tu sais, Karine, tout est parfait, tout est à sa place, ces enfants, ces jeunes, ils vivent exactement ce qu'ils ont à vivre. Et ouais, je sais, ça c'est le discours des plans supérieurs, tout est parfait, tout est ok, tout est à sa place. Je sais ça. Mais là, moi, je te parle de mon expérience d'être humain, incarné là dans les tripes, avec ses valeurs, avec sa réalité, sa sensibilité. Et moi, en tout cas, j'ai senti que j'étais plus à ma place dans le contexte. Et peut-être que tous ceux qui y sont encore, et probablement tous ceux qui y sont à leur juste place et vivent exactement ce qu'ils ont à vivre. En tout cas, moi, j'ai senti que c'était plus la mienne de place. Ça, c'est clair. Et je précise, et peut-être je me répète, mais je suis pas contre toute forme d'autorité. Je suis pas une rebelle. Pour moi, la loi, les règles, c'est hyper important que ça existe. Je suis pas contre ça. Donc pour moi, quand il y a une autorité qui se présente, je regarde, j'observe, je ressens pour voir si cette autorité me paraît juste, est-ce qu'elle me paraît légitime, est-ce qu'elle me paraît nécessaire à ce moment-là. Et bien souvent, oui, elle peut être tout à fait juste et légitime, et j'ai aucun problème à suivre une autorité si, dans un certain contexte donné, pour quelque chose en particulier, ça me paraît approprié. Mais je ne suis pas par défaut en mode automatique toute autorité qui se présente. Un argument d'autorité, pour moi, ça n'a aucune valeur. Un argument d'autorité, c'est dire, voilà, c'est comme ça parce que c'est comme ça, et comme moi j'ai l'autorité, bah, si je te dis que c'est comme ça, bah, c'est comme ça. Bah, pour moi, ça, c'est pas un argument. C'est l'argument d'autorité. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Donc j'ai ce regard critique, je ressens, j'observe, et si ça me paraît juste, je suis. Et parfois, si ça me paraît pas juste, même si c'est la loi, même si c'est la règle, et même si c'est l'autorité qui l'a dit, bah, si ça me paraît pas juste, je suis pas. J'ai fait une vidéo, ça, sur se positionner en conscience par rapport à la loi. Je t'encourage à aller la voir si c'est une thématique qui t'intéresse. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et quand je discute avec des personnes, on m'a parfois dit « Oui, ok, Karine, l'autodétermination, ton autonomie, ta liberté, tout ça, c'est très bien. » Mais en fait, la plupart des gens, la plupart des êtres humains, si tu les forces pas un peu à travailler, à faire des efforts, si tu les obliges pas à produire, à être utiles, bah en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rester là à rien faire, à glander toute la journée, et ils vont être complètement inutiles pour la société, et même ils vont devenir des boulets, des charges pour la société, et ça, voilà, ça va être plus destructeur qu'autre chose. Donc c'est même leur propre intérêt, ça leur fait du bien de se sentir utile, ça donne un sens à leur vie, et au moins tout le monde est content, et c'est mieux comme ça. Je sais pas si tu as déjà entendu ce genre de discours ou si ça te parle. Tu sais, ça rejoint un peu le débat du revenu universel inconditionnel. Tu sais, cette idée que une personne, quand elle naît, eh ben voilà, elle a rien à faire pour gagner sa vie. Déjà, c'est ce terme de gagner sa vie, je trouve ça juste horrible. Donc quand tu nais, t'as rien à faire pour gagner ta vie. Juste tu nais, t'es un être humain, t'es là, t'existes. Eh ben c'est normal que tes besoins fondamentaux soient nourris, que tu aies un toit, des vêtements, de quoi te payer à manger, et voilà. Et ça, c'est normal, et que t'aies rien à faire pour ça. Tu vois, ça, c'est un concept qui existe. Bon, ça n'existe pas encore concrètement, je crois pas, nulle part sur cette terre. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. Et il y a des personnes qui sachent que ça choque, parce qu'ils vont se dire, ouais, mais si tu fais ça, les gens, ils vont glander, ils vont rien faire, et toute la société, elle va partir en vrille. Eh ben, moi, je suis pas sûre. N'hésite pas à me dire, là, dans les commentaires, si toi, t'aimerais avoir comme ça un revenu minimum qui te permettrait d'assurer tes besoins fondamentaux, et que t'aies rien besoin de faire en particulier pour ça. Est-ce que toi, t'aimerais ça? Est-ce que ça te parle, ça, ou pas? Ben moi, inutile de dire que je kiffe trop cette vision. Moi, cette vision, ça me parle vachement. Mais ouais, que ceux qui ont envie de faire, de produire, d'être créatifs, de contribuer à la société de telle ou telle manière, puissent le faire, ceux qui ont vraiment envie, et bien qu'ils le fassent, et que ce soit valorisé encore plus financièrement, mais tant mieux.
mais que ceux qui n'ont pas envie ou qui ont un élan à faire autre chose, à exprimer autre chose, ou ceux qui ont une nature peut-être plus contemplative, puissent aussi suivre cet élan. Et est-ce que vraiment ils sont inutiles à la société? Moi, je sais pas. Je sais pas, ça reste à voir. Est-ce qu'un être humain, ça existe pour être productif? Est-ce qu'un être humain, il doit justifier son existence en étant utile à la société? Je sais pas, pour moi, ça reste vraiment à regarder. Hein, c'est encore ce concept de la ressource humaine. L'être humain doit être une ressource, il doit être utile, il doit justifier son existence en faisant quelque chose par son travail, par son œuvre. Je sais pas, moi j'ai pas cette vision de l'être humain. Pour moi, l'être humain, il existe, il a le droit d'exister, qu'il soit utile, pas utile, productif, pas productif. Pour moi, il a le droit d'être accueilli, il a le droit qu'on prenne soin de lui, de sa santé, il a le droit d'être nourri, logé, chauffé et tout. Pour moi, ça, c'est ses droits fondamentaux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Certaines personnes pensent qu'un être humain sans coercition, sans obligation, sans cette menace d'être peur, d'être privé, de ne pas avoir de salaire, va juste comme ça partir en déliquescence, être inutile, être un boulet pour la société. Moi, franchement, je suis pas si sûre. Que serait notre humanité s'il n'y avait plus cette peur de manquer, s'il n'y avait plus cette peur d'être rejeté parce qu'on est différent, hein, cette peur d'être différent, cette peur de rejeter, cette peur de manquer, c'est hyper puissant. S'il n'y avait plus ça, si on osait chacun être exactement qui on est, que deviendrait notre humanité? Tu crois vraiment que ça partirait en vrille? Moi, je crois pas. Alors peut-être que moi, j'ai une vision un peu bisounours et un peu idéalisée de l'être humain, mais moi, j'ai la sensation que si on apprend aux personnes qui elles sont, à être présents en elles-mêmes, qu'on les accompagne, à découvrir ce qui les porte, ce qui les fait kiffer, ce qui les nourrit, qu'on les soutient à aller vers ce pourquoi elles ont déjà de l'élan, tout en, pourquoi pas, leur proposant aussi diverses voies, leur montrant qu'il y a plein de choses différentes, mais sans jamais les contraindre ou les obliger, en respectant profondément leur personne, leur libre arbitre, en étant dans une relation de confiance, en étant dans le dialogue, dans l'ouverture, dans le respect. Moi, j'ai la sensation qu'avec ce genre d'accompagnement et d'éducation, on construit des personnes qui ont déjà de la joie à exister, à être vivantes. Donc déjà, ça fait du bien parce que c'est pas tous les êtres humains que je vois autour de moi qui sont dans cette joie juste d'être là et d'être vivants. Et puis ça construit des personnes qui sont aussi dans des manières d'entrer en relation qui sont beaucoup plus douces et beaucoup plus respectueuses aussi, hein, c'est sûr. Et donc ça peut forcément que construire une société qui va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus apaisée. Après, est-ce que ces personnes vont être productives ou pas? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce que leur élan de vie va les amener à exprimer, à produire, à faire? Quelle est la contribution qu'ils vont avoir? Moi, j'ai la sensation qu'un être humain qui est bien dans ses baskets, qui est heureux, qui est épanoui, il a naturellement envie de contribuer, il a naturellement des choses à exprimer. C'est l'impression que j'ai. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Enfin voilà, donc moi j'ai démissionné et justement maintenant ce que je fais c'est que j'accompagne les personnes qui justement ont cet élan à sortir de certains conditionnements, à observer, à prendre conscience de leurs croyances et de les transformer pour se sentir plus en accord avec leurs valeurs, leurs sensibilités et à cheminer vers une rencontre de soi-même, un amour de soi-même, se libérer et se guérir intérieurement. Voilà, c'est ça que j'accompagne maintenant. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus en accord et aligné avec mes valeurs, ma sensibilité et ce que je porte. Voilà pour ce témoignage, ce partage que j'avais envie de te faire, qui est un peu plus personnel, un peu plus dans les tripes. Merci pour ta présence, merci d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout, vraiment merci pour ta présence. Je te mets le lien là juste en dessous si tu veux me contacter directement. Et je te mets aussi le lien de la newsletter si tu veux t'abonner à la newsletter. Comme ça, tu pourras suivre un petit peu les projets, les vidéos, les différentes actus que je partage régulièrement tous les vendredis midi dans cette newsletter. Voilà, et écoute, je t'embrasse bien fort et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.
Bye bye.